Bonjour et bienvenue dans Arche Urbaine, émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie d'Antoine Craé. C'est quoi ta fonction exacte chez la ministre Uyttebroeck? Je suis directeur adjoint du cabinet en charge des matières de rénovation urbaine et liées à la ville durable. Et c'est dans ce cadre-là que l'on se voit aujourd'hui, parce que je t'avais invité il y a quelque temps d'ici pour une conférence sur le bâti après Copenhague. Et alors, quelle est la politique de Bruxelles au niveau, justement, construction durable? On a constaté qu'en matière de construction en particulier, la Belgique avait un certain retard en matière de construction durable. Il n'y avait pratiquement rien qui se faisait, enfin très très peu, quelques expériences pilotes, quelques architectes qui essaient de se débrouiller, mais au niveau global, on a eu une carte qui nous a particulièrement étonnés quand on est arrivé au pouvoir, c'est la Fédération des isolants qui est venue nous trouver avec une carte qui nous montrait qu'en Belgique on isolait en moyenne, comme dans les pays méditerranéens, alors qu'on a le climat qu'on a, et donc il y avait une déperdition par les parois en moyenne en Belgique qui était assez catastrophique. Mais alors, si j'ai bien retenu ma leçon pendant la conférence, ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous les parlementaires européens qui étaient là disaient que la Belgique devenait presque un pays modèle à ce niveau-là, alors qu'il était le dernier élève. Oui, voilà, donc on était un peu le mouton noir à l'époque. Notre idée, notre ambition était d'arriver à renverser la vapeur. Et pour le moment, effectivement, on est en train d'arriver à certains résultats, puisque on est rentré dans le top 5 des villes européennes avec le plus de construction passive, donc à très haut niveau de performance énergétique. Que je te coupe tout de suite, on est où en fait ici Donc on est à Schaerbeek sur le boulevard Lambermont, oui, près du parc Josaphat. Alors pourquoi est-ce qu'il est passif? Qu'est-ce qui fait que ce bâtiment est passif et pourquoi est-ce que tu as voulu m'emmener ici? Le passif, c'est quoi? C'est quelques résultats à atteindre en termes de performance énergétique. Et donc c'est 15 kWh par mètre carré par an de consommation de chaleur. En tertiaire, c'est 15 kWh par mètre carré par an de froid aussi, parce qu'en tertiaire, le froid est important. Une certaine valeur d'étanchéité à l'air. Donc il y a quelques valeurs seuils comme ça qu'il faut atteindre. Et donc le principe de ce standard, c'est de dire il faut atteindre le résultat, vous vous débrouillez pour y arriver comme vous voulez, ce qui permet une certaine créativité, une certaine liberté architecturale, mais vous devez atteindre ce niveau de résultat. C'est assez exemplatif de la stratégie qu'on mène au cabinet, de dire, voilà, on va fixer aux différents opérateurs, quels qu'ils soient, on va leur fixer des cibles, on va essayer de leur dire, essayez d'atteindre ces cibles, débrouillez-vous, on vous donne les moyens, on vous accompagne. Et donc depuis 2004, on a mis en place tous des services d'accompagnement, de formation technique, de soutien financier aussi. Et donc ce bâtiment-ci notamment est repris comme bâtiment exemplaire dans le cadre d'un appel à projet, dont le principe est de dire à tous les opérateurs bruxellois, on va essayer de vous aider à atteindre un très haut niveau de performance énergétique et environnementale. On fait un espèce de concours et on sélectionne les meilleurs projets. Ce projet-ci a été sélectionné dans ce cadre-là. Alors on peut passer en revue quelques éléments dans ce bâtiment-ci de la créativité des architectes, qui est donc le bureau architecte associé. Qu'est-ce qu'ils ont apporté dans ce bâtiment-ci? Mais ils ont apporté quelques nouvelles dimensions en matière d'architecture qui sont assez intéressantes, notamment sur le rapport entre les pleins et les vides, les espaces éclairés par rapport à un immeuble de standard de bureau. La première chose qu'on remarque dans cet immeuble-ci, c'est qu'il n'est pas entièrement vitré. De l'extérieur, on a un mur rideau qui est assez classique, mais en fait, les parties qui sont réellement ouvertes ne représentent qu'une partie de la façade, ce qui permet de limiter les apports solaires excessifs du point de vue de l'extérieur, mais qui permet aussi à l'intérieur d'apporter une certaine chaleur, une certaine qualité à l'espace. On va aller voir ça si tu veux, on va se déplacer jusque la fenêtre. Donc on a ce plein. Moi, ce qui me fascine, c'est que tout soit en bois, en fait. Et donc, en fait, on a une construction qui est assez classique en poteau-poutre béton sur la structure intérieure, ce qui est très intéressant sur le plan thermique parce que ça permet de stocker du chaud et du froid et avoir une certaine inertie thermique. Et alors, tout le mur rideau autour est en bois.
et donc des modules préfabriqués qui constituent le complexe de façade. C'est ça, donc la façade classique mais en bois. C'est ça, mais 3 modules préfabriqués, donc celui-ci que l'on voit derrière nous. On a alors une fenêtre qui est plus courte, mais le dessus qui permet de s'ouvrir. Tu appelles ça comment? Le night quoi? Night cooling. Donc, en fait, le principe est très simple, c'est on refroidit pendant la nuit. Oui. Et en fait, on stocke le froid dans l'inertie des dalles béton qui se trouvent dans la structure de l'immeuble. Parce que alors, ça j'ai appris aussi, le plafond il est en béton et les architectes n'ont absolument pas voulu avoir de finition parce que le béton a quoi? Une capacité de garder la chaleur ou le froid? Voilà. Donc le béton est un élément qui est très lourd et qui permet d'emmagasiner le chaud pendant l'hiver, qui permet d'emmagasiner le froid pendant l'été. Donc night cooling, on ouvre les fenêtres pendant le froid, pendant la nuit, on ventile un peu plus, et donc ça veut dire qu'il fait frais dans l'immeuble, ça se stocke dans la dalle de béton qui restitue pendant la journée petit à petit du froid. À la fin de la journée, les dalles sont relativement chaudes, on les refroidit la nuit. Mais si l'utilisateur a envie de changer, donc il y a des protections solaires extérieures aussi qui se déclenchent automatiquement quand il y a du soleil pour éviter qu'il y ait une surchauffe à l'intérieur. Si jamais l'utilisateur a envie de voir la vue et veut relever, il peut relever. Il y a une stratégie pour le chaud et une stratégie pour le froid. Et donc la base de la stratégie ici, ça s'adapte à chaque bâtiment. C'est notamment un puits canadien, qui est une très vieille technique canadienne. Et donc le principe, c'est qu'on fait circuler de l'air sous terre, parce qu'on sait que la terre, à partir de 2 mètres de profondeur, reste plus ou moins constante en température. Et on l'injecte à l'intérieur. Il y a un complément de chauffage éventuellement. Et puis alors, en été, c'est l'inverse. Quand il fait 35 degrés dehors, on a déjà de la friguerie disponible dans le sol. Bon, je te propose qu'on arrête là et qu'on aille voir un autre bâtiment. Antoine? Ah, tu es là. Mon bon Antoine, je t'avais perdu. Alors, où m'emmènes-tu? Où est-on aujourd'hui? Donc on est rue Fin à Molenbeek, tout près du canal, et près de la chaussée de Gand, dans un projet qui s'appelle l'Espoir, qui a un nom évocateur, qui en fait regroupe 14 logements de familles. Enfin, c'est un projet qui est en fait dans son montage un petit peu compliqué mais très intéressant. C'est en fait une espèce de connexion entre toute une série d'acteurs qui se sont débrouillés pour arriver à ce projet-ci. Mais donc au départ c'est une maison de quartier Bonne Vie, 14 familles. Après il y a une série d'acteurs qui viennent se greffer dessus. Le fond du logement prend la main et devient maître d'ouvrage du projet. Il y a la commune de Molenbeek qui, au travers du contrat de quartier, identifie ce terrain sur lequel on se trouve. Et ils arrivent avec la demande quelque part de voir si on ne peut pas mettre une rustine sur le budget qui n'arrive pas à être parfaitement complétée, d'une part, et d'autre part sur la possibilité d'améliorer quelque part la performance énergétique du projet, puisque c'est des familles qui n'avaient pas l'habitude d'être propriétaires de leur logement, qui ici vont se retrouver dans des assez grands logements, 4-5 chambres, et donc outre la question du prix du loyer ou du remboursement dans ce cas-ci, ils avaient peur d'être confrontés à des charges très importantes. Les charges, etc. Mais alors ils t'ont dit, mais enfin Antoine, tu es cinglé. Faire du passif, ça va coûter horriblement cher. Voilà, alors nous on leur a suggéré de faire du passif, mais alors à ce moment-là, et dans l'état d'esprit, on nous a dit mais ils ont repris femme et enfants, ils sont partis. Voilà, puisqu'un des paramètres principaux du projet, c'était de voir comment on allait contrôler les coûts, puisqu'on est des familles qui vont acheter les logements, mais qui sont dans des conditions de revenus du logement social, donc qui ont peu de moyens. Alors maintenant, ils n'ont plus de frais, de chauffage en tout cas, puisque tout se fait avec de l'arrivée d'air, de l'extraction d'air. Mais donc l'air est pris à l'extérieur, amené à l'intérieur, et il est échangé, il passe dans un espèce de gros boîtier qu'on peut aller voir après, dans lequel il croise l'air de l'intérieur qui s'en va à l'extérieur. Et donc au moment où il se croise, en fait, il y a un échange de chaleur, les calories passent de l'un à l'autre. L'air ne se mélange pas, donc c'est des compartiments qui sont étanches, donc il n'y a pas un mélange d'air, mais il y a un mélange des calories, il y a un échange des calories qui se fait à ce moment-là. Si on veut avoir des informations, te rencontrer, savoir comment profiter, comment faire une maison passive, etc., ou basse énergie, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des infos? Donc il y a plusieurs types de sources. Il y a d'abord le site internet de Bruxelles Environnement qui est assez bien fait, qui regroupe
pas mal d'informations, à la fois pour les particuliers, qui peuvent trouver toute une série d'informations sur les primes énergie et ce type d'aide qu'on met en place, et aussi pour les professionnels, avec tous les services qu'on met à disposition des architectes, des maîtres d'ouvrage professionnels, notamment les services de facilitateurs, qui sont des bureaux d'études qu'on met à disposition des porteurs de projets pour les aider à trouver l'optimum en matière de construction durable. Et donc tout ça se retrouve sur le site internet de Bruxelles Environnement. Pour les particuliers, il y a aussi le centre urbain dans les Halles Saint-Géry, qui a une mission de la région pour faire de l'information et de la sensibilisation à la construction durable et qui peut renseigner. Il y a le guichet qui est ouvert et ils ont aussi un site internet qui est assez riche. Bon Antoine, je te remercie. Merci à toi. À bientôt pour d'autres projets. Tu es le bienvenu, hein, tu m'appelles et puis Ça va. on se retrouvera ici. Merci beaucoup et à bientôt dans Archi Urbain. Au revoir.